Bien, en attendant, ben voilà, ça y est, que l'exposé se mette à l'écran. Donc, je voudrais d'abord remercier l'association Land Récif d'avoir bien voulu m'inviter et en particulier donc mettre en relief l'amitié qui existe entre ALR et la Société franco-japonaise d'océanographie que je préside. Je voudrais également aussi avoir un mot pour la mémoire de Gérard Fourneau, qui était un homme de caractère, mais qui montre bien aussi que l'association Land Récif est une association de caractère et qui fait un travail remarquable, comme nous le verrons d'ailleurs avec les exposés, enfin, comme nous l'avons vu avec les exposés qui ont eu lieu, et puis avec les exposés qui viendront compléter ce travail, qui n'est pas facile, bien évidemment, lorsque l'on a un développement qui se fait véritablement grandeur nature et à une telle échelle. Bravo encore pour ALR. Alors, en guise d'introduction, je voudrais vous parler de l'impact du changement global sur les ressources marines vivantes et vous dire, surtout avec l'actualité qui a lieu dans le cadre du G20, qu'il y a une urgente nécessité d'adaptation. Donc c'est vrai que maintenant, il n'est plus question d'aller contre, je dirais, le changement climatique. Bien aussi se rendre compte qu'on va le subir à un degré qui va être excessivement important. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, il y a eu, à l'initiative du président Alain Rousset, président donc de la région Nouvelle-Aquitaine, la création d'une association dont la Société franco-japonaise d'océanographie est membre, qu'on appelle l'association Acclimatera, qui a fait 2 rapports de synthèse que je vous conseille d'aller voir, si ce n'est déjà fait, parce qu'ils sont excessivement intéressants et permettent de voir comment la région Nouvelle-Aquitaine subit et s'adaptera, ou essaiera de s'adapter, bien sûr, au changement climatique. Ici, je voudrais focaliser sur les ressources vivantes qui sont représentées, pour celles qui sont exploitées, par la pêche et la conchyliculture. Donc on a ici 1100 entreprises conchylicoles, 535 navires de pêche maritime. Il faudrait ajouter les navires qui opèrent dans les eaux douces, les eaux continentales, ce qui représente un chiffre d'affaires de 484 millions d'euros. Alors c'est important. Petit détail, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une des principales régions agricoles françaises. C'est la région qui génère à peu près 11 milliards d'euros au point de vue production agricole. 11 milliards 484 millions d'euros. Attention à la bagarre pour l'eau, on reviendra tout à l'heure sur ce problème. 4600 emplois directs. Donc la pêche, c'est une pêche côtière, littorale, qui opère principalement dans le golfe de Gascogne. Pour l'ostréiculture, nous avons 2200 hectares de parc ostréicole, 270 km de bouchots de filières, qui génèrent une production annuelle de 56 000 tonnes. Si on rajoute à peu près les productions qui sont les productions donc exploitées naturellement, c'est en gros 70 000 tonnes. Et la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région française pour le captage de naissin d'huîtres. On le dispatche à peu près dans toutes les zones. Donc c'est l'exploitation des ressources vivantes marines en Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien évidemment, cette activité va subir ce que l'on appelle un changement global. Alors, le changement global, c'est à la fois le changement climatique, augmentation de la température de l'eau, diminution donc du pH qui joue énormément sur la physiologie des organismes. On reviendra sur ce problème tout à l'heure. Le débit des fleuves, et en particulier en été, forte diminution. Alors, vous savez que toute la zone, les zones de transition, zones estuariennes, zones littorales, sont très influencées au point de vue productivité par les apports d'eau douce. Donc on a cet effet, impact du changement climatique sur la productivité marine, donc excessivement important. Et puis on a bien sûr les pressions des autres usages. Donc il faut aussi remettre les choses, les pendules à l'heure, qu'on peut dire. C'est que l'érosion de la biodiversité marine dans le monde, c'est 25% de changement climatique et 75% d'effets liés aux hommes.
pas au changement climatique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser l'impact du changement climatique, ça veut dire aussi que nos possibilités d'adaptation sont là. Alors, nous avons malheureusement, et à la radio ce matin, en venant de Saint-Jean-de-Luz, j'ai bien entendu que malheureusement, le G20 ne va pas changer les affaires, un degré de liberté fort réduit par rapport au changement climatique. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les 3 pays ici qui émettent le plus de gaz à effet de serre, en particulier de gaz carbonique, on a en 2016 une émission de 32,3 milliards de tonnes. La France, c'est 0,29 milliards de tonnes, c'est 1%. Alors ça ne veut pas dire que 1%, c'est pas beaucoup par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Inde aussi, qui est un pays émergent. Il faut savoir qu'un Indien, un hindou, pardon, c'est... Non, un Indien, un hindou, c'est connotation religieuse. Donc un Indien, c'est 6 tonnes de gaz carbonique par habitant et par an. En France, c'est à peu près 4,5 tonnes. Alors, c'est lié, entre guillemets, au nucléaire, hein, le fait qu'on émette peu. Mais ça veut dire que, ici, l'avenir de l'humanité, c'est 3 pays. C'est 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que le scénario du pire est largement envisageable. C'est loin d'être invraisemblable. Donc ça, c'est, je dirais, un schéma qui est issu du GIEC et qui a été commenté par Hervé Letreut, qui est le président de l'association Climatera. On a eu 2 rapports. Entre les deux, j'ai l'impression qu'il y a quand même un léger pessimisme, une certaine lassitude vis-à-vis des au sein du GIEC, parce qu'on n'a pas l'air de comprendre, tout au moins au niveau de ceux qui nous gouvernent, les instances très supérieures, la gravité de la situation. Ici, vous avez différents scénarios. On appelle donc des chemins d'émissions radiatives, RCP 2.6. RCP 2.6, c'est ce que l'on pensait pouvoir réaliser après la COP21. Pas d'émissions de gaz à effet de serre, donc on les calcule en watts par mètre carré, de 2.6 à 8.5. 8.5, c'est le laisser-faire. Laisser-faire, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que, dans tous les cas, il faut déjà oublier le fait qu'à l'horizon 2100, on sera inférieur à 2 degrés. On sera plutôt aux alentours de 3 et 4 degrés. Avec des conséquences qui sont les conséquences suivantes. D'abord, on aura une augmentation de la température de l'eau. Alors bon, c'est vrai que les baigneurs peuvent se réjouir, mais il n'est pas sûr du tout que les chaînes alimentaires, en particulier dans celle du golfe de Gascogne, parce que on est à la limite de répartition, vous avez vu au niveau des récifs, entre, je dirais, les espèces qu'on peut appeler méridionales du sud et les espèces du nord, septentrionales. Donc l'augmentation de la température des eaux va pouvoir probablement provoquer des migrations vers le nord d'espèces que les professionnels de la pêche ont l'habitude d'exploiter ici. Mais il y a un phénomène beaucoup plus insidieux. Quand vous prenez par exemple des populations d'anchois qui se reproduisent en avril-mai dans le golfe de Gascogne, vous pouvez avoir une population de 200 000 tonnes à peu près dans le golfe de Gascogne. Celle-ci peut vous donner l'année suivante 20 000 tonnes. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque les larves, donc issues des œufs, vont échantillonner le golfe, il faut qu'elles trouvent en quantité du phyto, puis ensuite après du zooplancton. Si la chronologie, par des modifications de température et également des problèmes de diminution du pH, si la chronologie entre différents maillons de la chaîne alimentaire se fait mal, il faut dire que ça s'est adapté au cours des années, ça s'est fait lentement. Ici, vous avez des modifications qui sont des modifications rapides. Si cela se fait mal, on risque d'avoir des écroulements de population. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, définitive. Le mieux serait, bien sûr, de ne pas avoir d'augmentation de température et de ne pas chambouler la chaîne trophique. Donc on a ce problème d'augmentation de la température. On a ce problème d'acidification des eaux marines, diminution du pH qui joue sur la carapace des crustacés, les coquilles des mollusques, etc. Également sur le zooplancton. La diminution des débits estivaux et de l'apport en nutriments des fleuves aux eaux littorales. Ce sont les principales sources, je dirais, de nourriture qui vont servir à la productivité des océans. Il faut savoir que 75% de la productivité océanique est concentrée dans 25% de la surface des océans et que ces 25% sont à la limite à l'interface de la Terre et des océans et de la mer.
Aggravation des épisodes d'anoxie en estuaire, c'est le cas d'ailleurs sur la Gironde, mais on le rencontre également aussi sur la Dour. Dans les milieux semi-fermés, problème de bassin ostréicole, dans les pertuis charentais. Aggravation de la pollution des eaux de transition littorale, déjà fortement dégradées. Ce rapport d'ailleurs d'Aclimatera, qui fait suite bien sûr aux synthèses qui sont faites par l'Agence de l'eau, montre que 8% des eaux de transition, c'est-à-dire les eaux estuariennes et les eaux littorales, sont en bon état écologique. Donc avec une augmentation de température, donc une diminution de l'oxygène, on demande ce qui va se passer. Sachant que les eaux côtières sont considérées de bonne qualité en Aquitaine, bon, c'est lié aussi à toute cette, je dirais, côte sableuse hein, et peu anthropisée. Augmentation probable des IPISE aussi dans les espaces ostréicoles. Et augmentation des niveaux marins et de la survenue des phénomènes de type catastrophe. Il faut savoir qu'avec l'augmentation, donc avec ces changements climatiques, on aura probablement une augmentation du niveau de la mer qui sera de l'ordre de 50, 1 mètre, peut-être 1,50 m en 2100, donc avec des épisodes de tempête qui seront peut-être pas plus nombreux, mais beaucoup plus intenses. Donc les digues qui ont été faites pour protéger, en particulier je pense à la baie de Saint-Jean-de-Luz, puisque j'habite à Saint-Jean-de-Luz, ne sont pas du tout sûrs d'être efficaces à ces niveaux d'augmentation du niveau de la mer. Alors, je vous disais, c'est ici juste un graphique qui vous montre la productivité de ces eaux de transition. Ça, c'est les marais, c'est les estuaires, c'est les bassins côtiers, c'est les lagunes méditerranéennes. Et vous voyez ici, ça s'est exprimé en grammes de matière sèche par mètre carré par an. Ici, vous avez le désert et puis vous avez le grand large. Voilà, voilà où est notre productivité. C'est celle-là qui est fortement impactée. Alors, la solution, il va falloir jouer, non pas sur le changement climatique, c'est clos, cacheté. Donc l'adaptation, il faut le faire et vite, très vite. C'est d'ailleurs ici pourquoi je salue vraiment et de manière sincère l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. C'était vraiment une très très bonne chose que de faire ces documents de synthèse et d'aider cette association Aclimatera qui est sous la présidence de Hervé Le Treut, hein, qui est membre de l'Académie des sciences, un climatologue de réputation internationale, et dans lequel se trouvent des scientifiques de l'IFREMER, de l'INRA, du CNRS, etc., des universités, bien évidemment. Donc, il va falloir que l'on se mette à, je dirais, renforcer ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes, et en particulier les écosystèmes côtiers, c'est-à-dire la faculté qu'ils ont de résister aux impacts et aux effets donc, des agressions, de ces multiples agressions. D'abord, permettre la connectivité entre habitats fonctionnels, puisque vous savez qu'au niveau de cette zone littorale, avec les récifs, vous le voyez bien, ce sont aussi des zones de ponte, des zones de grossissement, des zones de nourricerie. Restaurer et préserver la qualité de la bande littorale, les zones de transition, on a vu qu'elles étaient importantes, et si dans un cas de changement climatique, vous avez des bouleversements rapides, il est bien évident qu'il va falloir fortement améliorer la qualité de ces zones. Préserver les débits des rivières et les apports sédimentaires qui font la richesse des fonds de baie, des bassins côtiers, des zones littorales. Et je reviens là à mes chiffres. 484 millions d'euros pour les ressources marines vivantes, 11 milliards pour l'agriculture. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'agriculture, forcément, elle doit diminuer. Bien évidemment, mais lorsqu'il va y avoir, je dirais, des conflits, on peut appeler ça des conflits d'ailleurs, pour le débit, pour l'appropriation de l'eau, et pas sûr du tout qu'on sorte vainqueur, mais il faudra que les écosystèmes en sortent vainqueurs. C'est pour ça que diversifier les biotopes par la mise en place de récifs sur des fonds sableux, ça participe à la diversification des habitats. Et ça, il faut souligner ce travail d'ALR qui est excessivement important justement pour augmenter la résilience des écosystèmes. Et pour terminer, je voudrais revenir sur une expérience japonaise qui est une des plus belles expériences qu'il y a au Japon et également dans le monde. C'est celle qui a été faite en mer de Seto. Il y a la mer de Seto, c'est cette petite mer intérieure, ici dans la préfecture d'Okayama. On peut appuyer. Encore, si c'est possible. Voilà, donc ça c'est la ville de Bizen. Hein. C'est elle qui en définitive a pris cette initiative, un peu comme la région.
Et puis vous avez, oui, c'est bon, oui. Vous avez ici la restauration des herbiers en Bellinazé. Au départ, dans les années 50, on avait 590 hectares d'herbiers de zoostère en mer de Cîteaux, qui était une richesse fantastique, à la fois pour les nourriceries, pour la productivité de ces zones. Donc ça servait véritablement de zone de grossissement, de ponte pour les juvéniles. Puis petit à petit, sous l'effet de la pollution, sous l'effet également des dragages, on est passé à 82 hectares, puis à 12 hectares. Et les Japonais se sont dit, puisque au Japon, c'est très important, les communautés littorales, elles sont premières. C'est elles qui forment véritablement la culture. Le Japon, c'est une île, il ne faut comme pas l'oublier, et elle est tournée vers la mer, elle vit énormément des produits de la mer. Et en 2005, je crois qu'on peut appuyer également sur... Voilà, le projet a démarré avec, je dirais, un projet de sciences participatives mêlant à la fois gestionnaires, communauté de pêcheurs, et puis également donc les politiques qui étaient également engagés. Donc on retrouve un peu ces caractéristiques que l'on voit au niveau d'ALR, hein, mais à une échelle un peu plus importante, bien évidemment. Donc en 2005, par, je dirais, l'implantation de pousses de zoastères sur des habitats qui sont des habitats artificiels faits de brisures d'huîtres, on est passé à 38 hectares, puis à 56 hectares, puis à 80 hectares, 200 hectares et 250 hectares maintenant. Et vous voyez la longueur, hein, ici, c'est 2005-2015. Ça fait, 85 d'ailleurs, c'est 85-2015, 30 ans. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la constance, et ALR en a d'ailleurs. Donc il faut des structures qui sont capables d'assurer cette pérennité. 100 millions de pousses ont été mises en 2015. C'est fait aussi avec les écoles, la dernière, pour vous montrer que, ici, vous voyez, 83 membres de l'association qui œuvrent pour la restauration des herbiers en mer de Cîteaux. C'est véritablement, ici, une démarche tout à fait collective et qui ressemble aussi, bien sûr, à celle d'Aquitaine Land Récif. Merci.